donc je vais essayer de ne pas faire trop long. Simplement, l'idée... l'idée, c'était de montrer que les parcs naturels régionaux, donc c'est un travail qu'on fait avec les collègues des 9 parcs de la région sud. L'approche des parcs naturels régionaux permet une problématique un peu globale de la thématique des déchets, qui est bien souvent d'ailleurs assez loin, assez loin, ou en tout cas assez distincte de la compétence déchets telle qu'elle est exercée notamment par les intercommunalités sur le traitement et la collecte. L'idée, c'est de vous donner quelques exemples en fait, de la façon dont les parcs naturels régionaux peuvent le faire, et notamment à l'occasion, nous l'avons fait récemment, à l'occasion de la réponse conjointe, co-construite que nous avons faite à l'appel à projet Zéro Plastique lancé par la région Sud. Donc, quelques rappels sur les grands principes de fonctionnement des parcs, parce que je pense que ce n'est pas sans lien avec, avec la façon dont on aborde la thématique des déchets et de l'économie circulaire, qui sont des thèmes assez liés. Donc, nous, parcs, on a un cadre de mission qui est posé par le code de l'environnement. Donc, j'insiste sur ce terme de mission, c'est-à-dire qu'on n'a pas de compétences, mais on a bien des grandes missions qui nous sont confiées par le code de l'environnement. Alors, je ne vais pas vous relire l'article. Hein. J'ai un message qui est apparu, Claire, je ne sais pas si c'est normal, mais bon. Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement. Donc, on a 5 missions: la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'éducation et la formation du public et l'innovation. Donc, ça, c'est les 5 missions qui sont inscrites dans cet article que j'ai mentionné ici. Donc, l'idée, c'est que ces missions-là, qui sont posées au niveau national, se déclinent localement à l'échelle de chaque territoire dans des chartes de parcs qui ont la particularité d'être des documents co-construits avec le territoire, font que chaque charte est un document qui est vraiment adapté au territoire et que chaque parc, finalement, peut avoir une spécificité, une adaptation, d'ailleurs, une adaptation vraiment caractéristique du territoire. On va avoir des chartes qui vont être très orientées sur la problématique agricole, d'autres qui vont être beaucoup plus orientées sur la problématique touristique, d'autres plus sur des dominants naturalistes. Alors, il y a des thèmes qu'on retrouve bien évidemment dans toutes les chartes, mais il y a vraiment une particularité de chaque parc. Donc, pas de compétences, mais des missions. Ça suppose aussi qu'on intervient donc dans un cadre qui est négocié avec les collectivités, puisque elles ont des compétences et avec les autres collectivités. Et donc, quand on intervient, c'est pour apporter auprès de ces collectivités une valeur ajoutée, et pas pour faire à la place d'eux, sauf si c'est demandé par certaines collectivités, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Donc, on est toujours dans la négociation et du travail de co-construction des interventions avec les partenaires. Donc, pour vous donner quelques exemples de la spécificité de ce que peuvent être chaque charte de parc, d'une part, et d'autre part, de montrer comment la problématique déchets et économie circulaire peut être intégrée dans les chartes, j'ai pris plusieurs chartes de plusieurs parcs différents pour montrer que justement, il y avait des points d'entrée qui étaient rarement sur la problématique du traitement ou de la collecte des déchets, mais qui traitaient les déchets par d'autres approches. Alors, exemple, le projet de charte du PNR des Alpilles. Donc, c'est un projet de charte puisque c'est un parc qui existe depuis longtemps, mais ils sont en révision. Donc là, j'ai tiré ces extraits de leur projet de charte 2022-2037. Ils ont par exemple une mesure qui s'intitule « S'engager pour des pratiques agroécologiques et économiquement viables », dans lesquelles on retrouve la thématique de la valorisation des déchets agricoles. Une mesure « Soutenir une agriculture de territoire diversifiée et de qualité qui valorise ses produits », où là, on retrouve des dispositions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Une mesure « Encourager une consommation responsable en développant les différents champs de l'économie circulaire ». Donc celle-là, elle est beaucoup plus fortement et clairement, explicitement orientée sur la problématique déchets. Dedans, ils sont abordés le potentiel de réemploi, de recyclage, la réduction de la production de déchets. Donc là, c'est beaucoup plus centré vraiment sur le thème des déchets. Nous concernant, dans les baronnies provençales, on a une approche qui reste très indirecte de la problématique déchets, notamment dans notre deuxième ambition, développer et promouvoir des outils locaux de transformation et de diversification des productions des exploitations, où là, on aborde, nous, plutôt la valorisation d'ailleurs des déchets agricoles. Promouvoir une économie de l'éducation à la formation, à l'environnement et au développement durable, où on a indiqué effectivement que dans tout ce travail de sensibilisation, on a identifié un axe thématique sur l'économie des ressources et donc sur la problématique de la limitation de la production des déchets. Ou encore dans notre chapitre sur le tourisme durable, faire du parc une zone pilote de tourisme durable, où là, on abordera la problématique déchets plutôt en milieu naturel ou liée à la surfréquentation touristique.
Autre exemple, hein, dans la charte de la Sainte-Baume, une mesure plus explicitement aussi portant sur les déchets eux-mêmes, soutenir la valorisation des déchets et la résorption des dépôts sauvages. Oui, là, ils vont travailler sur la problématique à la fois environnementale et paysagère des dépôts sauvages. Et puis, ils s'engagent aussi sur une exemplarité du parc dans la gestion de ses propres déchets et ceux de ses manifestations. Dernier exemple en la matière, la charte du parc des Préalpes d'Azur. Donc, ils ont une orientation stratégique, relever le défi d'une gestion exemplaire des ressources énergétiques et des déchets en milieu rural. Donc, on va y retrouver essentiellement un contenu sur le renforcement d'actions d'information et de sensibilisation du public, encourager des actions favorisant le recyclage et notamment des déchets agricoles et des entreprises. Donc, voilà un petit peu un exemple, hein, évidemment, tout ça n'est pas exhaustif, mais du panel de choses que peut faire un parc ou la façon dont il peut s'engager par rapport à la problématique des déchets. Et je vous propose juste un petit focus de quelques minutes sur plus précisément la réponse qu'on a co-construite ensemble à l'appel à projet de la région Sud sur le zéro plastique. Donc on a construit un cadre commun. On a pu mener ces discussions grâce à l'association de l'Interparc PACA, c'est-à-dire une association qui réunit les 9 parcs de la région. On a rédigé ensemble, avec les directeurs et les chargés de mission concernés, un préambule partagé qu'on a tous déposé dans nos candidatures. On y a inscrit également 2 actions interparcs. Alors l'une qui est portée par les Préalpes d'Azur, qui s'est déjà engagée en 2019 dans une démarche de communication engageante pour impliquer les acteurs, les citoyens, les touristes, les communes dans une communication qui ne soit pas moralisante sur la gestion des déchets, sur sur les bonnes pratiques dans les espaces naturels. Et donc, ils souhaitent par ce projet-là faire bénéficier à l'ensemble des parcs de l'Interparc de leur retour d'expérience d'une part, et d'autre part, pourquoi pas de déployer des outils de com sur ce sujet qui pourraient être mutualisés à l'échelle des parcs. Et la deuxième proposition, elle est portée par les baronnies provençales. Elle porte plutôt sur l'exemplarité des parcs en la matière, puisqu'effectivement, pour être connu, on souhaiterait être connu et reconnu plutôt que l'action des parcs soit identifiée sur le territoire et apporte une vraie valeur ajoutée sur le territoire. On a cette tentation de créer des objets promotionnels, mais évidemment que si on crée, je caricature, hein, mais des casquettes, des tasses ou des t-shirts, on n'est pas très exemplaire et pas très en ligne avec nos valeurs. Donc l'idée, c'est de travailler peut-être à titre expérimental sur des prototypes avec des designers, sur comment créer des objets promotionnels qui seraient issus de l'économie circulaire, tout en étant des objets promotionnels et des objets utiles aux gens qui les achèteraient. On a mis en place donc un groupe de travail à l'occasion de la préparation de cette candidature qu'on va inscrire un peu dans la durée et pendant toute la mise en œuvre du programme d'action. Donc, certaines actions durent jusqu'à 2 ans, hein, ce n'est pas le cas de toutes. Donc, ce groupe de travail se réunira de manière régulière sous l'animation et la coordination du Parc des Baronnies provençales, qui a été le coordinateur de la démarche de candidature. Et on va essayer d'animer les retours d'expérience et d'évaluer ce programme d'action dans lequel on va inclure les projets des 2 parcs qui ont répondu non pas en 2021 mais en 2020, qui sont les parcs de la Sainte-Baume et du Verdon. Donc, pour vous donner quelques exemples d'actions qui ont été déposées dans le cadre de cette candidature, la Sainte-Baume, dans son appel à projet, dans l'appel à projet 2020, a mis en place un plan de lutte contre les dépôts sauvages. On l'a vu, c'est très en ligne, très en phase avec leur charte, bien évidemment. Ils ont déposé une fiche action en 3 volets: identifier les dépôts sauvages sur le territoire, traiter avec les partenaires. Donc là, on est vraiment très en lien pour le coup sur le champ de compétences avec les intercos pour résorber les dépôts en concertation avec les acteurs, et prévenir, le 3e volet, qui est la mise en place d'une communication auprès des pratiquants des différents sites et de surveillance des sites. Autre exemple, l'action du PNR des Alpilles, qui a déposé une action sensibilisée à une vie zéro plastique et aller vers des collectivités exemplaires sur le zéro plastique, où là, le cœur vraiment de leur action, c'est tout un programme de sensibilisation, notamment en milieu scolaire, sur le sujet, qui s'accompagne d'actions concrètes de nettoyage d'un site qui a été identifié par eux comme présentant des enjeux particuliers en matière de dépôt de déchets sauvages. Ou dépôt sauvage de déchets plutôt. Autre exemple sur le Luberon, donc ils ont mis en place 5 actions dans cet appel à projet. La suppression d'un dépôt sauvage à proximité du Calavon, on voit qu'on a des thématiques quand même qui reviennent. Purge et nettoyage des déchets plastiques en rivière, donc évidemment en partenariat là encore avec les syndicats de rivière quand ils existent, avec les intercommunalités lorsqu'elles s'intéressent à la question. Une opération spécifique sur un site des Claparèdes, qui est identification et géolocalisation des sites de dépôt sauvages. Ça rejoint un petit peu ce qu'a déposé la Sainte-Baume l'année dernière. Une journée de nettoyage avec les jeunes en Luberon,
qui participe à la fois d'une action concrète sur le terrain et d'une action de sensibilisation. Et puis un travail sur des manifestations sportives éco-responsables, notamment en essayant de supprimer, de trouver des alternatives avec les organisations organisatrices du balisage zéro plastique pour essayer de limiter l'utilisation de plastique sur l'organisation. Et les Préalpes d'Azur qui ont déposé une action expérimentation itinérance zéro déchet où le projet consiste à mettre en place une démarche zéro déchet sur une de leurs boucles les plus structurées, qui est l'itinérance des randonnées la barre alpine. Et donc l'objectif, c'est de supprimer les déchets plastiques sur cette boucle, voire de supprimer tous les déchets qui sont liés au repas proposés aux randonneurs par les hébergeurs et les restaurateurs sur le sentier. Voilà. Merci pour cette première intervention très intéressante. Hein. Vous l'avez vu, voilà, ça nous permet de voir un petit peu à quel point le sujet des pollutions plastiques peut être transversal et est en train d'être vraiment d'intégrer certaines chartes dans certains parcs naturels régionaux. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser donc, à Madame Ruin, c'est le moment. Voilà, puisqu'ensuite, Madame Ruin se déconnectera. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Olivier, bonjour, Olivier Navarro. J'ai bien noté ta question donc de l'ASA de la Maine, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je te propose qu'on réponde à ta question et à cette question très large de toute façon des financements après l'intervention d'Estelle Fleury qui va présenter la stratégie déchets de l'Uvonne et peut-être qu'elle parlera dans son intervention du financement notamment de ces actions. Alors, il y a une autre question pour les parcs. Je ne la vois pas. Alors, oui, je prends peut-être la parole. Il y a une question de Dénia Ifren qui demande donc concernant le plan de lutte contre les dépôts sauvages du PNR de l'enceinte Sainte-Baume, est-ce que vous savez comment est faite la surveillance des lieux? Alors, je sais qu'il travaille sur deux pistes. En fait, il y a un sujet de mise en place de... Parce qu'il travaille en étroite relation avec les maires sur ce sujet. Et mise en place de caméras pour mettre en place une surveillance vidéo du site, tout simplement. Et ensuite, il y a aussi, mais là, c'est plus concentré sur des périodes données, parce que ça ne peut pas être mis en place toute l'année en permanence, des surveillances humaines. Certains parcs, en fait, ont, et c'est le cas de la Sainte-Baume, mais d'autres aussi, ont ce qu'on appelle les éco-gardes, alors qui sont mobilisés, qui sont financés notamment grâce à un dispositif de la région sud de la garde forestière, dont la première vocation est plutôt la défense, la protection contre les risques incendies, la prévention en fait. Et c'est vrai qu'il y a un déploiement parfois, on utilise la présence de ces personnes pour déployer d'autres missions sur site, et notamment de la surveillance et de la médiation dans les sites qu'on sait un peu sensibles ou fragiles ou sujets à ce type de dépôt qui sont identifiés. Et donc là, on peut mobiliser de manière un peu plus forte, mais c'est toujours sur une période plus concentrée de l'année, ça ne peut pas être tout le temps. Donc il y a ces deux dispositifs-là qui sont à l'étude. Après, ce que je peux faire aussi, c'est donner les contacts, si besoin, des différents parcs à Claire, de façon à ce que vous puissiez avoir directement les infos des personnes qui ont mené les expériences. Oui, merci pour cette réponse. Sachez que sur le sujet des caméras, etc., ça a été pas mal un sujet qui a été abordé la semaine dernière avec la présence de l'avocat. Donc n'hésitez pas, les vidéos ne sont pas encore en ligne, les présentations non plus, mais on vous enverra un mail à la suite de ces 2 matinées qui vous permettra d'accéder à tous les contenus et notamment à ce moment d'échange avec l'avocat qui pourra vous éclairer et vous donner toutes les subtilités, voilà, ce qu'il est possible ou non de faire. Alors, on va essayer juste de reprendre la main sur la présentation. Donc, là, on y est. Hop. Estelle, je vais s'il n'y a pas d'autres questions, si Olivier, sur les actions présentées des parcs, est-ce que les services de police municipale, de police OFB et les collectivités compétentes en collecte-traitement sont impliquées et participantes? Madame Alors, là encore, c'est sans doute les parcs eux-mêmes concernés. Nous, pour le coup, dans les baronnies provençales, on n'a pas cette action de dépôt sauvage, en tout cas pas encore. On a peu, vous l'avez vu dans notre charte d'action déchets, on va plutôt travailler cette problématique, nous, fortement en 2021-2022 sur la surfréquentation touristique.
Pour autant, c'est un peu la nature des parcs que de travailler toujours en partenariat. C'est ce que je disais un peu en introduction. Donc, je ne pense pas trop m'engager en disant que mes collègues de la Sainte-Baume, par exemple, ou du Verdon, qui ont le même type de démarche, travaillent avec, c'est sûr, les communes et donc les polices municipales. Parfois, parce qu'on est dans des espaces ruraux qui sont aussi sur lesquels il peut y avoir, bon, j'imagine que s'il y a un avocat ou un juriste, ça permettra d'éclairer ça, mais même des implications, parfois des partenariats avec la gendarmerie. Il peut y avoir des choses avec des agents assermentés de l'ONF. Enfin, oui, effectivement, il y a tout un partenariat à mettre en place avec la police de l'eau. Je sais qu'il y a Monsieur Ropard, il me semble, de l'OFB, si jamais vous voulez compléter, ou n'hésitez pas à prendre la parole, c'est le moment. Et puis sinon, je vais donner la parole à Estelle. Donc, je vais compléter pour la partie OFB. Donc c'est ce qui a été évoqué la semaine dernière, c'est qu'on est compétent pour relever un certain nombre d'infractions qui concernent les dépôts sauvages, mais uniquement au titre du code pénal. Et ensuite, on est compétent pour les dépôts sauvages à partir du moment où il y a une entrée soit espèce protégée, soit une entrée police de l'eau, c'est-à-dire un remblai en lit majeur ou un remblai en zone humide. Et donc là, on intervient à ce titre-là. Mais on n'a pas la capacité dans un département où il y a en moyenne 17 agents d'être à 100% sur cette thématique-là. Donc, il faut à tout prix avoir des relais locaux ou comment dire, la mise en place de pièges photos, de choses comme ça peut nous aider sur cette thématique-là. Ok, je vous remercie. Voilà, encore une fois, je crois que ça fait vraiment écho aux échanges qu'on a pu avoir la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à la suite de cette matinée à accéder au replay qu'on mettra à votre entière disposition.